Alors Oscar, je crois que vous avez été en Russie dernièrement. Eh oui, c'est le cas, effectivement. Et voudriez-vous nous raconter un peu vos impressions? Eh bien, ma foi, fort volontiers, puisque vous m'en priez si élégamment. Alors, je crois que d'abord, la première chose qu'on peut remarquer quand on arrive à Moscou, moi je suis arrivé à Moscou, ce sont les dimensions considérables de tous les édifices. Alors non seulement à Moscou dans un premier temps, mais aussi à Saint-Pétersbourg et dans les villes, dans toutes les villes un peu plus provinciales que j'ai eu l'occasion de voir ou de traverser. En fait, on parle souvent d'architecture stalinienne pour qualifier ce genre d'édifice monumental. Mais on voit en fait qu'à Moscou, et puis en Russie en général, ce style s'inscrit tout à fait dans la continuité d'une histoire, d'une monumentalité qui était là avant elle et qu'elle ne fait que poursuivre. Elle n'innove en rien, cette architecture stalinienne là, des années 30. Elle ne tranche pas aussi avec ce qui se faisait avant elle. Moscou est une ville aux bâtiments véritablement gigantesques, des bâtiments de toutes les époques, et l'urbanisme dans son ensemble est adapté à cette monumentalité. L'urbanisme la rend possible et la rend respirable. Alors quand vous regardez la place Rouge, par exemple, déjà c'est une merveille de beauté, et puis c'est véritablement de dimensions impressionnantes, tout comme le Kremlin juste à côté. Mais partout dans la ville, les espaces sont larges, les rues, les avenues, les boulevards dégagent de grandes perspectives et donnent à Moscou et aux autres villes un air de gigantisme, presque à l'américaine, mais j'ai surtout envie de dire plus encore que les villes américaines. On a clairement affaire à un pays qui a une vocation impériale et qui affiche cette vocation dans l'organisation urbanistique de l'espace. Et les femmes, Oscar? Ah, les femmes. Comment saviez-vous que j'en allais venir à ce sujet? Vous lisez dans mes pensées, ma parole. Bah, les femmes russes sont belles, indéniablement, ça n'est pas une légende, j'en témoigne. Et c'est pas en vérité que j'ai vu tant que ça de super canons, vous savez, à s'en décrocher la mâchoire. Mais la concentration de belles femmes, bien balancées, bien roulées, est un fait que confirment 5 minutes du spectacle de la rue et de ses passantes. Oui, 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 elles sont belles. Elles sont typées, de différents types d'ailleurs, car la Russie est une nation pluriethnique. Mais elles ont du chien, elles ont de la grâce et elles ont de la classe. Et j'ai cru comprendre aussi qu'elles avaient un peu de mal à trouver chaussures à leurs pieds, parce que le mâle russe a tendance, et là c'est pas qu'une légende non plus, à boire un petit peu trop, un défaut qui ne s'améliore pas avec l'âge. Alors moi quand je suis reparti par un aéroport moscovite là, qui s'appelle Domodedovo, et je suis venu plusieurs heures à l'avance parce que je ne pouvais pas faire autrement, donc j'ai glandé plusieurs heures dans l'aéroport et je regardais ce que j'avais sous les yeux. Et ce que j'avais sous les yeux, c'était une feuille de papier, un stylo et le spectacle de ces femmes qui passaient. Désœuvrées, Domodedovo, mater le cul des passantes qui passent et repassent, et moi je passe et repasse en pensée dans leurs pas, et dans le bal de leurs belles gambettes, et de leurs belles paires de fesses rebondies qui bondissent hors de leur orbe pour aller sillonner comme des astres messagers d'aurore raide le ciel de mes pensées lubriques et ludiques. On ne s'amuse qu'à ça, du matin au soir de la vie, à mater le cul des belles passantes qui passent et repassent et disparaissent. Alors, avis aux jeunes amateurs français célibataires qui trouvent que la femme de chez nous est devenue plate, chiante et ennuyeuse, sans aucun intérêt. Un petit stage de russe et vous pourrez commencer à parler aux dames. Bon, c'est vrai qu'il fait froid dans le pays, il fait bien froid. Mais bon, il y a un été aussi, et puis elles sont chaleureuses et elles vous réchaufferont et puis elles vous expliqueront des choses. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez, et en particulier celle-ci qui vous brûle les lèvres, je sais. Alors, les Russes aiment-ils vraiment donc Poutine et pour quelle raison? Et elles vous expliqueront sans doute que la réponse est véritablement et indéniablement oui.
Poutine, bon, ne fait pas l'unanimité, hein, il ne fait pas l'unanimité surtout, mais il rassemble derrière lui la grande majorité du peuple russe qui a retrouvé, après les années de chaos qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, une fierté et une dignité inespérées qu'ils doivent en partie à cet homme providentiel. Il est vrai qu'aucun des grands leaders occidentaux qui se sont retrouvés placés là où ils sont par des oligarchies financières et médiatiques ne peut se prévaloir d'une adhésion populaire aussi massive. Et pour cause. On ne peut se défaire en les voyant de l'odeur de suspicion qui les accompagne, de l'idée de leur duplicité constitutive, de leur vocation à trahir le peuple toujours et encore au profit d'une caste dirigeante, tout en cultivant l'habileté technique de flatter ce bon peuple à moitié endormi pour continuer à le tromper et continuer à régner en paix. Alors ça, c'était vrai surtout avant l'éclosion de ce fabuleux mouvement des Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, on ne sait pas encore où ça va nous mener tout ça. Et il est ironique de penser que la majorité de nos citoyens sont persuadés que le peuple russe vit dans l'aveuglement. Oui, les médias l'ont dit, donc ça doit être ça. Que le peuple russe est victime d'une sorte d'hypnose collective. Oui, les médias l'ont dit, ça doit être ça. Qui les rend moutonniers. Alors que, oui, précisément, c'est une caractéristique fondamentale de notre être à nous, les Français. En tout cas, avant ce mouvement béni des Gilets jaunes. Les Russes, en tout cas, eux, de leur côté, sont éveillés. Ils sont debout et fiers. Ils aiment leur leader et je vais vous dire un truc, ils savent pourquoi. Ce qui ne les empêche pas de le critiquer et ce qui ne les empêche pas non plus d'imaginer qu'on puisse ne pas l'aimer. Ah oui, vraiment, la Russie fait du bien. Vous savez, c'est un bol d'air frais pour nous, les Français, acclimatés que nous sommes devenus à l'air fétide et ranci qui s'exhale de nos officines d'information. Oui, parce que la vérité officielle est que nous sommes les farouches défenseurs de la liberté, nous, en particulier partout où elle est menacée, que nous sommes les farouches défenseurs de la liberté, en particulier partout où elle se trouve menacée, et que rien n'est plus précieux ni plus sacré que la liberté de répéter encore une fois ce qui 1000 fois déjà a été dit, que rien n'est plus précieux ni plus sacré que la liberté de répéter encore une fois ce qui 1000 fois déjà a été dit, et que nous sommes prêts à nous fâcher très fort et à devenir tout rouge si quelqu'un s'avise de ne pas suivre avec nous l'opinion commune sur le pluralisme, ce qui, en plus d'être un paradoxe, est la marque de notre impuissance à penser. Oui, la Russie, à cet égard, fait du bien, mais je gage qu'elle n'est pas la seule. Et je crois que je vais maintenant me spécialiser dans les voyages vers les pays qui résistent, d'une façon ou d'une autre, à la marche en avant forcée de l'Empire et du nouvel ordre mondial en construction. Alors Russie, ça s'est fait, mais il me reste encore l'Iran, le Venezuela, Cuba et le must, le top du top, mesdames et messieurs, la cerise sur le gâteau, la Corée du Nord. Oui. Je suis convaincu que ces pays ont quelque chose à nous apprendre et que sans tomber dans l'adoration inversée et un petit peu bébête, un petit peu couillonne de leur modèle à eux, je suis convaincu qu'une observation scrupuleuse et honnête de l'expérience politique qu'ils mènent, chacun à leur manière, serait apte à relancer notre pauvre intellect sclérosé qu'il est, par tant de certitudes répétées à satiété. Et oui, je ne suis pas si vieux, mais j'ai vu le niveau intellectuel de mon pays s'effondrer d'une manière ultra rapide, impressionnante. Nous qui avions produit des Lacan, des Foucault, les Lévi-Strauss, les Dumézil, les Derrida, dans cette génération de l'après-guerre, nous sommes maintenant rendus à ânonner un espèce d'ABC de la pensée, comme des enfants ou comme des vieillards séniles, à suivre des journalistes bien pensants, promus commissaires politiques par le système qui les lance sur le devant de la scène et qui les paye grassement pour faire ça. Eh oui, Oscar, à qui le dites-vous ? Il est bien triste le paysage intellectuel et culturel contemporain. Certes, mon ami, il l'est. Mais des aubes nouvelles déjà se préparent. Déjà, la lame des concepts futurs pénètre la chair opaque du réel et en fait éclore des muqueuses pleines de rosée qui ne demandent qu'à s'épanouir aux soleils à venir. Ah, puissiez-vous être entendu, Oscar. Mais oui, mon cher, je le serai entendu. Attendu que la culture, c'est de la mienne. Alors, gardez-vous-en.